Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, je vais être accompagné, comme à l'habitude, par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va y aller de nos réactions excessives à la suite de la 14e semaine d'activité de la NFL. Et on va faire un survol de toutes les rencontres qui seront présentées lors de la 15e semaine d'activité. Il ne reste plus déjà que 4 semaines à la saison régulière, donc on va entamer jeudi soir le dernier droit de la saison régulière du côté de la NFL. On va voir si le portrait des éliminatoires va changer. Bien sûr, Marc-André va partager avec nous ses conseils fantasy football, étant donné que ça va être le début des éliminatoires cette semaine au niveau du fantasy football. Mais tout d'abord, on va commencer avec nos réactions excessives en accueillant Marc-André. Marc-André, moi, ma réaction excessive, elle concerne ton équipe favorite, les Eagles Oh de là là. Philadelphie. Ça va bien du côté des Eagles, c'est quoi? On a gagné nos 9 derniers matchs. Malgré tout, après la victoire, il y avait du grabuge dans le vestiaire. Hein? Il semble que Jalen Hurts et A.J. Brown ne s'entendent pas bien. A.J. Brown qui n'était pas content de la production de l'attaque aérienne. Et il a raison. Sais-tu quoi? Moi, je suis en faveur. Je suis d'accord avec A.J. Brown. Et ça fait en sorte que ma réaction excessive est que Jalen Hurts va coûter aux Eagles une participation au Super Bowl. Au cours de leurs 6 derniers matchs, les Eagles ont gagné plus de verges au sol que par la passe, Marc-André. Hurts a eu de la misère à passer pour plus de 100 verges contre les Panthers à Caroline. Moi, je croyais vraiment que les Eagles, en jouant à domicile contre la Caroline, ils allaient éclater les Panthers. Ça n'a pas été le cas. Le match a été très serré. Je ne sais pas si on pensait déjà à notre rencontre de cette semaine contre les Steelers de Pittsburgh et puis qu'on s'est endormi contre les Panthers. Mais tout ça pour dire, c'est que ça fait 2 ans que Jalen Hurts a des ennuis par la passe. Il avait connu une saison magique lorsqu'il avait amené les Eagles à une participation au Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City. Mais depuis, par la passe, c'est laborieux, puis ça va pas en s'améliorant. Heureusement qu'on mise sur Saquon Barkley et que le show au sol fonctionne, parce que sinon, on aurait beaucoup d'ennuis du côté de l'attaque des Eagles de Philadelphie. Alors moi, c'est ma réaction excessive. Jalen Hurts se doit de mieux jouer. Ou bien sinon, du côté des Eagles, peut-être qu'on va juste disputer un match éliminatoire puis qu'on va se faire éliminer. Wow, 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 Didier. La beauté des Eagles cette saison, Didier, c'est justement qu'on n'a pas besoin que Jalen Hurts en fasse trop. On a Saquon Barkley qui est tout simplement incroyable. Je pense que ça fait partie du plan de match des Eagles, selon moi. Oui, Jalen Hurts a lancé pour moins de 180 verges lors des 3 derniers matchs, et moins de 120 verges lors des 2 derniers. Mais Saquon Barkley est tout simplement incroyable. Je Ça pense qu'on a t'inquiète pas, changé ça? vraiment. Moi, je trouve Juste te qu'on a dire, c'est une ces question d'identité. statistiques-là, ça t'inquiète pas? C'est une question d'identité des Eagles. Je pense qu'on a vraiment. Il y a un changement de philosophie dans l'identité des Eagles avec Saquon Barkley. Puis oui, AJ Brown n'est pas content. J'ai vu ça moi aussi. Ça m'attriste parce que c'est un peu comme ça que tout a commencé la saison dernière. Un mécontentement dans les vestiaires et tout. Mais je pense que les Eagles, c'est une formation vraiment. C'est ça. On a changé la philosophie. On a décidé cette saison de ne pas tout mettre sur les épaules de Jalen Hurts. Ça donne des matchs comme ça. Puis en bout de ligne, c'est la victoire qui compte et rien d'autre. Je pense que les Eagles demeurent quand même l'une des bonnes formations, du moins de l'association nationale. En éliminatoire, là, les Panthers à Caroline, ils ne seront pas là. OK? On va avoir besoin de réussir des jeux explosifs par la passe, que ce soit à A.J. Brown ou à Devontae Smith. Le jeu aérien va devoir être plus productif. Là. Si on va avoir du succès en éliminatoire, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, toi, de ton côté, c'est quoi ta réaction excessive après 14 semaines Ben, d'activité? moi, je vais dans l'autre vestiaire, puis je vais te dire que les Panthers de la Caroline vont faire les éliminatoires en 2025. Ce que je vois des Panthers en ce moment, je suis vraiment encouragé par la prestation de Bryce Young, un peu comme tout le monde. Les Panthers ont perdu leurs 3 derniers matchs par un total de 12 points. C'était contre les Chiefs, les Buccaneers, les Eagles, 3 formations qui vont vraisemblablement faire les éliminatoires cette saison, accéder aux éliminatoires. Puis les Chiefs, les Eagles, on est pas mal tous d'avis que c'est parmi les 2 meilleures formations du circuit en ce moment, même si les Chiefs sont un peu chanceux. Ça continue, bref, on en parlera plus tard. C'est tout ça pour dire que la prestation de Bryce Young depuis qu'il a été cloué au banc, c'est vraiment fascinant. Ça m'encourage pour l'année prochaine. Ça me fait dire que les Panthers peuvent maintenant repêcher ailleurs qu'à la position de carrière. Je pense qu'on va plutôt repêcher pour donner des armes à Bryce Young, notamment la position de receveur de passe, parce qu'on s'entend, si Xavier Leggett attrapait ce ballon-là en fin de match, les Panthers allaient battre les Eagles la semaine dernière, selon moi. Puis on avait même l'avance au 4e quart, quand le 4e quart a commencé du côté des Panthers. Donc, on va vraiment
donner des armes en attaque encore à Bryce Young. On va évidemment, il faut améliorer la défense, mais je pense que la position de corps arrière, elle est, je dirais pas solide, mais elle est stable. Ça va permettre justement aux Panthers de se concentrer à rendre l'équipe meilleure à d'autres positions. Puis en 2025, on s'entend, on sera encore dans la même division. Hein. Ça sera une division quand même assez faible, selon moi. Les Falcons, on me démontre rien de bon en ce moment du côté des Falcons. Les Saints, s'il y a une pire équipe que les Panthers en ce moment, c'est probablement les Saints. Les Buccaneers, ben, on ne sait jamais. C'est encore une division qui va se gagner avec une fiche l'année prochaine. On n'a pas de super équipe, on n'a pas de super vedette, on n'a pas de super puissance dans cette division-là, puis on n'en aura pas l'année prochaine aussi. Donc oui, je pense que les Panthers de la Caroline peuvent accéder aux éliminatoires en 2025. C'est sûr que c'est un peu excessif, mais c'est quand même pas si fou que ça. Moi, j'ai aucune confiance au DG des Panthers de la Caroline, Dan Morgan. Oui, les Panthers se sont améliorés là, depuis le début de la saison, mais j'ai bien hâte de voir la saison morte. Ça va être notre clé. On va voir, là, il reste un mois à la saison régulière. Si Bryce Young va continuer de s'améliorer, il joue avec beaucoup plus de confiance qu'il ne le faisait au début de la saison. Je pense que ça crève les yeux, ça crève l'écran lorsqu'on regarde Young jouer. Mais Dan Morgan, je te donne un exemple. OK, du côté des Panthers de la Caroline, on a dépensé un choix de deuxième ronde au repêchage sur Jonathan Brooks au mois de printemps, au mois de mai dernier. Au mois d'avril dernier, oui, lorsque le repêchage a eu lieu. Brooks avait subi une grave blessure à un genou lors de sa dernière saison à l'Université du Texas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, il s'est reblessé à un genou la semaine dernière. Mais le point que j'essaie de faire, c'est qu'on n'avait pas à tous les besoins que les Panthers ont. La dernière Mm. chose qu'ils avaient besoin, c'est de repêcher un porteur de ballon en deuxième ronde qui a un genou amoché, alors qu'on misait, souviens-toi, au début de la saison déjà sur Miles Sanders et Chaba Hubbard, qui connaît vraiment une bonne saison. On l'a récompensé. D'ailleurs, il est devenu seulement le deuxième joueur canadien à amasser 1000 verges au sol lors d'une saison dans la NFL. Alors, on n'avait pas besoin de repêcher Jonathan Brooks, certainement pas à la suite de la blessure qu'il a subie l'année dernière. Puis là, il vient de se reblesser. Sa saison est terminée. Lui qui a préparé quoi seulement 2 matchs. Donc, ça pour dire, j'ai aucune confiance en Dan Morgan, le DG de la Caroline. Il avait amené Deontay Johnson. Deontay Johnson porte maintenant les couleurs des Ravens de Baltimore. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète plus Mais du il veut pas aller côté sur le des terrain Panthers. lorsqu'on lui demande, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est Deontay Johnson, c'est un cas particulier, hein, disons-le. Là. Ouais. Mais peu importe ça, pour dire ta réaction excessive, ben c'est ça. C'est une réaction excessive, mais on verra bien dans un an si les Panthers seront dans la course aux éliminatoires du côté de l'Association nationale. N'empêche on se demandait pourquoi qu'on avait prolongé si rapidement Chuba Hubbard quand on avait Jonathan Brooks du côté des Panthers, mais finalement, quelques semaines plus tard, cette décision-là, ce contrat-là paraît un peu mieux puisque Jonathan Brooks, c'est quand même assez inquiétant. Il s'est encore blessé au genou. Je pense que c'est une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, Oui. écoute, je- pour la suite de sa carrière, moi dans mes souvenirs, comment il s'appelle le porteur de ballon? Deontay Foreman, on était rempli de promesses envers lui, puis il a subi une grave blessure en début de carrière, puis il n'a jamais été le même par la suite. J'ai bien peur pour Jonathan Brooks, aussi talentueux soit-il, aussi avec autant énorme et son potentiel, ben, j'ai peut-être peur pour la suite des choses pour Jonathan Brooks. Non, c'est ça, mais moi, c'est du côté des Panthers, c'est qu'il y a tellement d'autres besoins criants au sein de cette Ah formation-là, ouais. d'avoir utiliser un choix de deuxième rang pour un porteur de ballon. Ça ne m'inspire pas confiance du côté de Dan Morgan. Là. Est-ce qu'on passe aux activités de la 15e semaine, dis dans la NFL? On a des matchs Oui, importants, allons-y des en duels, des commençant. affrontes. Ben oui, mais on va jeter un coup d'œil. On va jeter un coup Ouais. d'œil aussi à la course aux éliminatoires du côté des deux associations, en commençant par l'AFC, l'association américaine. Parce que là, comme je le disais, on va entamer le dernier droit de la saison régulière du côté de la NFL dès jeudi soir. Il ne reste plus que 4 semaines d'activité à la saison régulière. Bon, les Chiefs, ça, tu as fait allusion à ça, qui sont très chanceux encore une fois. C'est incroyable. Ils gagnent des matchs sur le dernier jeu des rencontres, Marc-André. Alors, ils sont toujours en 6 tête, victoires 12 et cette 1, puis là, en saison sur plus, le avec dernier jeu du match. 6 jamais victoires, ça vu. n'a Ça, pas de c'est jamais sens. vu. Jamais vu. Ben ouais. Puis là, ben, ils ont augmenté leur avance en tête de l'association américaine à la suite de la défaite des Bills à Los Angeles contre les Rams. Mais si on regarde, là, les Broncos de Denver, ils détiennent la dernière place qui donne accès aux éliminatoires. Ils ont un bon coussin parce qu'on voit dans la course, bon, il y a les Colts qui vont justement jouer à Denver cette semaine. On va en parler tout à l'heure. Ils sont à 6 et 7. Les Dolphins
à 6 et 7 également. Bon, les Bengals autour des chances mathématiques, mais ça va prendre une des formations à 8 et 5 s'écroule à la fin de la saison régulière pour ouvrir la porte à ces trois équipes-là, mais j'ai pas l'impression que ça va se produire. Écoute, on va en reparler plus tard, mais moi, je pense que les Colts, en fait, pour les Colts, ce match-là contre les Broncos, c'est un match crucial. Si on perd ce match-là, c'est terminé. Mais je trouve que le calendrier des deux équipes, les Colts et les Broncos, c'est vraiment deux calendriers différents. Côté des Colts, on affronte ensuite Tennessee, les Giants et les Jaguars pour conclure la saison, tandis que Denver, on affronte les Chargers, les Bengals et les Chiefs. Peut-être si les Colts gagnent ce match-là contre les Broncos, ça peut devenir intéressant, du moins pour la dernière place qui donne accès aux éliminatoires. Puis je suis pas convaincu non plus des Texans, hein? C'est les Texans qui mènent la division sud. Je suis pas convaincu que les Texans, c'est une excellente équipe. Peut-être que les Colts peuvent faire une poussée en fin de saison. J'ai bien hâte de voir. Ouais, ça va être un gros match cette semaine pour Houston. Tu fais bien de le mentionner. Ils avaient congé la semaine dernière, les Texans. Donc là, on va voir là, si la ligne à attaque, si la protection sera améliorée, notamment pour CJ Stroud, ou même si Stroud va mieux jouer parce qu'il ne connaît pas vraiment une bonne saison jusqu'à présent. Maintenant, si on jette un coup d'œil à la course aux éliminatoires du côté de l'association nationale, eh bien voilà, c'est un peu comme, c'est aussi plus serré, là, toutefois, comparativement à l'association américaine. On voit, bon, les Commanders qui détiennent la dernière place donnant accès au match d'après-saison, un dossier de 8 et 5, donc ils ont un match d'avance sur les Rams. On n'est pas capable d'enterrer les Rams. Ça a vraiment été une grosse victoire pour les hommes de Sean McVay dimanche dernier contre les Bills de Buffalo. Les Lions, toujours en tête, hein, toujours détenteurs de Ouais. la première tête de série et de la semaine de congé, mais ils sont talonnés par ton équipe les Eagles de Philadelphie. Puis il ne faut pas Et les oublier les Vikings du Vikings, Minnesota. Ben oui, c'est ça. Ils sont à 11 et 2 en cinquième position, mais ces deux équipes-là, Philadelphie et Minnesota, qui sont toujours à seulement un match des Lions de Détroit. Les Vikings, c'est fou de penser que cette équipe-là est 11 et 2 ou va peut-être terminer au cinquième rang, va être obligé d'aller sur la route en éliminatoire. Il va avoir potentiellement une meilleure fiche ils vont peut-être avoir la troisième meilleure fiche dans l'association. Et du côté des Commanders, j'ai bien hâte de voir parce que si on reprochait une affaire à Cliff Kingsbury durant son passage avec les Cardinals de l'Arizona, c'est qu'on commençait les saisons sur les chapeaux de roue, puis par la suite, ben, c'était plus difficile en fin de saison. On perdait des matchs. Puis c'est un peu ça qu'on voit avec les Commanders en ce moment. On a commencé vraiment la saison en force. Puis depuis quelques matchs, c'est plus difficile. J'ai bien hâte de voir si justement, est-ce qu'on s'ajuste à l'attaque de Cliff Kingsbury du côté des adversaires des Commanders ou si on va pouvoir vraiment redresser la barque du côté des Commanders parce que Jaden Daniels a commencé la saison en force. Il y a eu un match un peu, disons, chanceux là, où il a terminé fort contre les Cowboys il y a quelques semaines, mais c'est quand même plus difficile aussi pour le corps recru dernièrement du côté des Commanders. Ouais, que ça me donne espoir parce que c'est vrai, là, cette théorie-là, là, je me disais la même chose concernant l'attaque de Cliff Kingsbury, mais qu'est-ce qui me donne espoir, c'est qu'au moins lors de leur dernier match, les Commanders en attaque, ça a mieux été. On va surveiller ça là, lors du dernier mois d'activité de la saison régulière. Et la section ouest de l'Association nationale, c'est tout simplement fou. Les Rams, les Cards, les Seahawks, ça va nous tenir en haleine, selon moi, jusqu'à la fin de la saison. C'est une division. Même les 49ers sont toujours dans le coup. Je pense que c'est un match sans lendemain pour eux cette semaine, par contre. Mais les quatre formations sont dans le coup pour une place en éliminatoire. Ça risque d'être super intéressant. Ouais, moi je pense que c'est les Seahawks qui vont terminer en tête, mais on va voir. Mais du côté des Cardinals, j'ai l'impression que le manque de talent est en train de les rattraper. Ouais. Ouais. Ouais, justement, si on passe à l'analyse des matchs de la semaine numéro 15, on va commencer par cette division-là, la division Ouest. Donc, les Rams, jeudi soir, à 7 victoires, 6 défaites, vont affronter les 49ers à 6 victoires, 7 défaites. Moi, j'ai écrit que le perdant ne fera potentiellement pas les éliminatoires, mais surtout du côté des 49ers. C'est un match qu'on ne peut tout simplement Ouais. pas échapper. Ah oui, pour les Niners, c'est un match éliminatoire. En tout cas, moi, j'ai hâte à jeudi soir pour voir cette rencontre-là. Parce que pour les Niners, ben, c'est ça. Ils n'ont pas le choix de gagner. On vient de voir le tableau de la course aux éliminatoires du côté de l'Association nationale. Il n'y a plus de marge de manœuvre là, pour les hommes de Carl Shanahan. Et contre les Rams, on les avait enterrés. On avait commencé là, à mettre des pelletés de terre sur eux il y a quelques semaines. Mais ça a vraiment été une grosse victoire contre les Bills
de Buffalo. Est-ce qu'on peut répéter le même genre de performance? Cette fois-ci, ça va être sur la route à San Francisco contre les Niners. Moi, j'ai bien hâte de voir ça parce que la semaine dernière contre Buffalo, ben, Sean McVay est arrivé vraiment avec un bon plan de match contre les Bills. On a couru avec le ballon 42 fois, Marc-André. 42 fois. Ça, c'est la Mhm. chose à faire contre Buffalo. On va pouvoir en parler plus tard, mais pour que l'attaque de McVay soit à son mieux, ben c'est ça. Il faut que le jeu au sol fonctionne. Puka Nacua a été sensationnel contre Buffalo, là, vraiment. Là. Puis, je ne sais pas, Nacua, étant donné qu'il est robuste, un porteur de ballon robuste, pas nécessairement rapide, moi, il me fait penser à Heinz Ward et Quan Bolden. Souviens-toi, là, ces deux Ouais, ouais, receveurs-là, ouais, ouais. ouais, qui avaient un élément de robustesse dans leur style de jeu. Moi, Nacua, il me fait penser à ces deux joueurs-là. Alors que du côté des Niners, on va voir, est-ce que Guerrero, le porteur de ballon, sera en uniforme? On sait qu'on est privé des services de Christian McCaffrey et même Jordan Mason a été placé sur la liste des blessés. Guerrero n'a pas terminé le dernier match. On dit qu'il a subi une entorse à un pied. Et puis les Niners, un peu comme les Rams, ils ont besoin du jeu au sol là, pour que l'attaque Ouais. se mette en marche. Alors moi, j'ai bien hâte de voir ça, mais San Francisco, des deux formations, est l'équipe la plus désespérée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce match éliminatoire, si les Niners perdent ça, ben, pratiquement oublié de participer aux éliminatoires. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais choisir San Francisco afin de l'emporter à domicile. Je crois que l'équipe la plus désespérée, souvent dans la NFL, l'emporte. Les Niners, entre eux et les Rams, je crois que c'est San Francisco qui a le plus à perdre advenant une défaite. J'aimerais tellement ça que Deebo Samuel se réveille enfin. Je sais pas si tu as vu cette semaine, on a mentionné qu'il avait perdu vraiment de la rapidité, euh, qu'il avait perdu Mhm. un peu de son lustre, puis il a répondu sur les médias sociaux qu'il n'avait tout simplement pas de ballon dirigé vers lui. Je suis pas convaincu de ça. La réalité, c'est que Deebo Samuel, dans le temps, il y a quelques années, c'était un joueur qui était, ses habiletés, on les voyait, il était explosif, on lui donnait le ballon, puis il créait lui-même des verges après l'attraper. Il criait lui-même ses propres brèches. Puis on voit dernièrement, je ne sais pas si c'est les blessures, si c'est l'âge, si c'est les deux, mais on le voit, il est moins explosif, il se fait plaquer plus facilement. J'ai bien hâte de voir si Deebo Samuel va enfin se réveiller parce que vraiment, il a pris, il a répondu aux gens sur les réseaux sociaux. J'espère qu'il va passer de la parole aux actes sur le terrain. Du En côté plus, de Marc-André, San tu sais ça, Francisco, a, vas-y, il a vas-y. répondu aux gens sur les réseaux sociaux, mais parce qu'il trouve qu'il n'est pas suffisamment ciblé, mais pourtant, il mène les 49ers pour les passes échappées, par contre. Ça, il n'en parle pas. Alors moi, Ouais, je suis d'accord avec toi. ouais. Debo, depuis le début de la saison, il n'est pas aussi rapide, pas aussi explosif que par le passé. Et puis moi, je ne serais pas surpris s'il n'est pas de retour à San Francisco la saison prochaine. Je suis pas mal convaincu qu'on va aller de l'avant avec Ricky Pearsall, Brandon Ayuk, puis Joanne Jennings, qui est vraiment en train de Ouais. devenir une pièce importante de cette équipe-là. Donc, moi aussi, je pense que Deebo Samuel ne sera pas un 49ers la saison dernière, la saison prochaine, mais c'est pas vraiment Ouais, excessif parce comme qu'en plus, réaction. oublie pas, il y a ouais, il y a le contrat de Brock Purdy en plus. Éventuellement, on va devoir lui Exact. donner une prolongation de contrat. Donc, il faut aller chercher des sous en quelque part. Puis Debo Samuel est un haut salarié. Comme tu viens de dire, là, il n'est pas aussi productif que par le passé. Donc, ouais, moi c'est peut-être sa dernière saison là, à San Francisco. Les 49ers ont accordé en moyenne 131 verges au sol depuis la semaine numéro 5. Donc, je pense qu'on va avoir droit à une Mhm. bonne dose de Karen Williams et Blake Corum également cette semaine du côté des Rams. Ça va être essentiellement le même Ouais, plan de match on l'a et même beaucoup peu Pukanakua utilisé la peut-être. semaine dernière. Hein? Exactement. Encore une fois, on voit vraiment une ascension dans son temps de jeu. Dernièrement, Blake Corum. Je pense que ça va être la même recette que contre les Bills. On en avait parlé que les Bills étaient vulnérables au sol la semaine dernière. Les 49ers ont une fiche de 2-7 cette saison face à des équipes qui jouent pour plus de 500. Et les Rams ont comblé un retard de 14 points pour l'emporter 27-24 lors de la semaine numéro 3 contre les 49ers. Mais je pense également que les Rams, c'est une meilleure formation. Elle est en santé. La ligne à l'attaque est de retour. Elle est en santé aussi. Je pense que la meilleure formation et celle qui est le plus en santé va l'emporter. Et moi, je pense que c'est celle des Rams. Donc, moi, Ah, Rams, toi, OK. Niners, Donc, ça passe oui, super bien. ça commence comme ça cette semaine. Oui, les Dolphins à 6 victoires et 7 défaites vont affronter les Texans à 8-5. Les Dolphins, match hyper important. Mais en fait, c'est un match hyper important pour les deux formations parce que les Texans, on n'est pas convaincant. On est premier de la section sud de l'association américaine, mais c'est vraiment pas convaincant. Les Dolphins, si on veut faire un push pour accéder aux éliminatoires, mais c'est un match évidemment qu'on ne peut pas échapper. Mais toi, Tonga Valois,
joue de l'excellent football. Je vais vous en parler dans le segment fantasy, mais il joue de l'excellent football ces temps-ci, depuis en fait son retour au jeu. Ouais, 331 verges par la passe, 2 passes de toucher, aucune interception la semaine dernière pour Tua contre les pitoyables Jets de New York. Mais de l'autre côté du ballon pour les Dolphins, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est la défense. La défense a été Ouais. incapable de stopper l'attaque des Jets. Écoute, Aaron Rodgers a amassé plus de 300 verges par la passe pour la première fois en 35 matchs. C'était la première fois depuis la saison En 3 ans, 2021, on fêtait imagine-toi. son anniversaire Ben la semaine oui, dernière, là, je te souviens? Imagine-toi, la première fois qu'il a amassé au moins 300 verges par la passe. Alors, je me dis que c'est une occasion pour les Texans d'Houston qui, eux, comme je le disais la semaine dernière, ils avaient congé. C'est une occasion justement afin que l'attaque de Houston, je crois, se remette en marche, là. La rencontre va avoir lieu à Houston. CJ Stroud, il ne répond pas aux attentes là, cette année comparativement à la saison dernière. Son année recrue, il avait été éblouissant. On croyait qu'il allait démontrer de l'amélioration. Ça n'a pas été le cas. Mais en même temps, on a tellement des ennuis au niveau de la ligne à attaque, au niveau de la protection en général du côté de Houston. Mais je pense on va avoir été en mesure d'apporter des ajustements durant la semaine de congé. Du moins, je le souhaite. Pour les Texans, moi, je vais choisir Houston afin de l'emporter parce que j'ai trouvé ça alarmant là, du côté de Miami, le fait qu'on a laissé les Jets gagner beaucoup de verges. Et puis, New York aurait même dû gagner ce match-là, possiblement, mais peu importe. Alors, j'ai pas confiance en la défense des Dolphins de Miami. C'est la raison pour laquelle je vais choisir les Texans pour l'emporter. Parce que la défense des Dolphins était si bonne contre la passe en début de saison, elle est quand même vulnérable. On a accordé 613 verges à l'adversaire lors des 2 derniers matchs. Vous allez me dire, justement, moi aussi, je pense que CJ Stroud, c'est une bonne opportunité pour lui de connaître un grand match, mais il n'en a pas connu des grands matchs cette saison. Puis même, moi, Hmm. personnellement, j'ai démissionné sur le cas de CJ Stroud après sa Ah oui. performance contre les Jaguars. Après, contre les Jaguars, là, c'était pour moi, c'était terminé parce que moi aussi, je pense que c'est vraiment la ligne offensive qui fait défaut du côté des Texans. Je pense que c'est ça qui, qui, euh, qui joue sur les performances de CJ Stroud en ce moment. La clé pour moi, pour l'emporter, si on est les Texans, c'est vraiment de s'en remettre à Joe Mixon, qui est vraiment incroyable. Ça va être important de l'impliquer dans le plan de match et de demeurer avec le jeu au sol. Je sais qu'on a Nico Collins dans le jeu aérien. Je sais qu'on a Tank Dell, mais je pense que vraiment, ce sera, si les Texans souhaitent l'emporter, ça va prendre une grande performance de Joe Mixon. Par contre, Tua Tagovailoa, 11 passes de toucher, aucune interception, 73% de ses passes complétées depuis son retour. Je pense que les Dolphins sont une meilleure formation que les Texans à ce stade-ci de la saison. Je les prends pour l'emporter. Donc, 2-2. Moi, je prends les Dolphins, toi les Texans, moi Ben je prends les oui. Rams, toi les Niners. Ça va être bon cette semaine jusqu'à présent. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je suis allé avec les équipes à domicile, je suis allé avec les choix un peu plus safe, là. Du moins jusqu'à Ouais, présent. ouais. Les Colts à 7 et 6 vont affronter les Broncos qui ont 8 victoires et 5 défaites. Évidemment, on en a parlé un petit peu brièvement. C'est un match sans lendemain pour les Colts. Le problème, c'est que Anthony Richardson, pour moi, sur les terrains adverses, sur la route, c'est pas facile cette saison. Il complète seulement 49% de ses passes sur les terrains adverses avec 5 touchés et 6 interceptions. On a beau dire que c'est un match important, mais je suis pas sûr que Anthony Richardson est prêt pour ce défi-là, pour l'incroyable défense des Broncos de Denver. Ouais, sur la route en plus, à Denver, foule très Mm. bruyante, une des foules les plus bruyantes de la NFL. Mais au moins, Richardson, depuis qu'il a été cloué au banc et qu'il a effectué un retour au jeu, qu'on l'a réinséré au sein de la formation, au moins, on a vu une amélioration de sa part, là, une certaine amélioration. Donc, moi, je trouve ça encourageant. Mais là, comme tu viens de dire, contre la défense des Broncos, sur la route, une défense qui est en mesure de provoquer des revirements. Puis on l'avait vu ça la dernière fois que les Broncos ont joué un match contre les Browns de Cleveland. Il faut dire Les qu'il y avait Browns. Jameis qui était là. Puis, contre les Browns de Cleveland. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est En bon, tout c'est cas, bon. contre les Browns, oui. Ouais, contre les Browns, Jameis, bon, qui avait été généreux, là, il avait été victime de revirements. Mais ouais, moi aussi, je crois que ça va être un peu trop pour Anthony Richardson. Bien que pour les Colts d'Indianapolis, on n'a plus de marge de manœuvre, on se doit de l'emporter. Mais en plus de ça, la défense des Colts, elle n'est pas solide. Et puis, Bo Nix, lui, s'est grandement amélioré depuis le début de la saison. La seule chose, c'est ce que Josa pourra se mettre en marche là, du côté des Broncos de Denver. Parce que je sais que Sean Payton souhaiterait que l'attaque terrestre soit plus productive.
On a eu des ennuis, là. On a des ennuis depuis quelques semaines. Mais en raison du brio de Bo Nix, la défense des Broncos, je pense que ça va être trop pour Anthony Richardson. Je choisis les Broncos afin de l'emporter. Est-ce que tu vas oser choisir pour un troisième match de suite l'équipe sur la route et prendre les Colts et Richardson contre les Broncos? La réponse est non. Je choisis les Broncos, moi aussi, pour l'emporter parce que j'ai aucunement foi à Anthony Richardson. Puis, justement, la défense des Broncos, ce sera trop pour lui. Il a de la misère à lire les défenses ordinaires de la NFL. Imagine l'une des top défenses du circuit. Pour moi, personnellement, ça n'augurie être bon pour Anthony Richardson. J'ai parlé également du calendrier des deux équipes plus tôt. Moi, je pense que les Broncos se doivent de remporter ce match-là s'ils veulent vraiment accéder aux éliminatoires parce que sinon, ça se complique pour eux autres lors des 3 derniers matchs de la saison. Les Bills, à 10 victoires et 3 défaites, vont se rendre à Détroit, au Ford Field, pour y affronter les Lions qui sont 12-1. Et selon plusieurs experts, et je ne sais pas si c'est selon toi aussi, est-ce que c'est un avant-goût du Super Bowl qui nous attend, Didier? Ça avait été il y a 2, 3 semaines, j'aurais dit oui, possiblement. Mais le problème, là, c'est que du côté des Lions, là, les blessés commencent à s'accumuler, hein, du côté de la défense, en particulier dans le front de l'unité défensive. Et autant du côté des Bills de Buffalo aussi, la défense commence à être un problème. J'en ai parlé tout à l'heure. Les Rams sont arrivés avec un excellent plan de match parce qu'avant la rencontre, Marc-André, les Bills accordaient en moyenne 4,9 verges par course. OK, ça, c'était bon pour Mhm. l'avant-dernier rang de la NFL. La défense des Bills, c'est pas une défense qui est, comment je dirais, on mise sur des joueurs au petit gabarit qui sont très rapides, mais ça fait en sorte que contre l'attaque au sol, on n'est pas les plus solides. Là, on va aller à Détroit, au Ford Field, contre la meilleure ligne à l'attaque de la NFL, celle des Lions, l'excellent duo porteur de ballon de David Montgomery et Gibbs. Je pense pas qu'on va être capable d'arrêter l'attaque au sol des Lions de Détroit. On n'a pas été capable d'arrêter celle des Rams. On ne sera certainement pas en mesure de ralentir le meilleur duo de porteurs de ballon de la NFL. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je vais choisir les Lions afin de l'emporter contre les Bills. Ça va être une deuxième défaite consécutive pour les hommes de Sean McDermott. De l'autre côté, la défense des Lions est assez généreuse par la passe. On est aussi amoché. Donc, je m'attends encore. Je pense pas que Josh Allen va faire une aussi grande performance, va offrir une aussi grande Tu ne seras pas performance que la responsable de semaine 6 dernière. touchés encore. Non, exactement. 3 passes de toucher, 3 touches au sol, mais je pense que les ingrédients sont là pour qu'ils connaissent un autre fort match. Ce sont deux formations qui marquent plus de 30 points en moyenne par match. Ce sont les deux seules formations qui marquent autant de points par match dans la NFL. Je m'attends à des explosions, à un duel explosif, à des feux d'artifice. Moi aussi, je pense que la clé, ce sera Gibbs et Montgomery parce que, comme tu l'as dit, moi aussi, je trouve qu'on peut courir contre Buffalo, c'est la clé. Et les Bills ont une fiche de 1-3, de 1 victoire, 3 défaites sur la route contre des équipes avec une fiche supérieure à 500. Et ils accordent en moyenne 28 points par match. Donc, la défense est assez permissive, spécialement sur la route. C'est pour ça que je vais prendre les. Mais par contre, je pense que. Je m'en allais dire les Lions, mais je vais cocher Bills finalement. Donc, mais je pense que les Bills, il y a quand même un sentiment de vengeance parce qu'on a échappé ce match-là contre les Rams. Puis je pense justement que Josh Allen va faire en sorte qu'il va connaître un autre grand match. On va quand même. C'est drôle aussi, Donc, qui tu ces vas deux prendre formations. finalement? Je vais prendre les Bills, tiens. Parce que Josh Allen, OK, tu j'ai prends les foi en Bills, Josh OK. Allen. J'ai aimé ce que j'ai vu. Puis, par contre, on a aussi deux entraîneurs qui sont audacieux, qui prennent des décisions parfois douteuses aussi sur certains jeux. Sean McDermott a été fortement critiqué la semaine dernière pour quelques décisions face aux Rams. Puis écoute, Dan Campbell, on revient encore au 4e essai lorsque c'était l'égalité à la ligne de 30. Là, c'était quand même assez fascinant. Donc, j'ai bien hâte de voir la bataille également des entraîneurs qui prennent des décisions parfois audacieuses dans la NFL. Oui, parce que, écoute, la décision de Dan Campbell là, de convertir un quatrième essai à la ligne de 30 dans son territoire, tu sais, ça menait directement à un toucher des Packers la semaine dernière. Puis j'ai beaucoup d'ennuis avec ça. Puis justement, on a reçu une question venant de Gabriel en nous parlant de Dan Campbell. Bonne semaine à vous et à votre équipe. Ben, bonne semaine à vous également, Gabriel. J'espère que vous allez bien. Dan Campbell,
Saura-t-il ajuster son approche sur les quatrièmes essais pour les éliminatoires? Ça, c'est la question de Gabriel Buisson. Ben, merci, Gabriel, d'avoir pris le temps de nous écrire. Puis, moi, je pense que non, Dan Campbell ne va pas changer sa philosophie. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est à la barre des Lions de Détroit. Bon, une de ses décisions d'avoir parié en quatrième essai lors du match éliminatoire l'année dernière à San Francisco a peut-être coûté une participation au Super Bowl aux Lions. Mais comme je le disais, c'est une chose, hein, sa décision d'avoir converti le quatrième essai à la fin de la rencontre, c'était agressif, mais au moins ça a assuré son équipe de l'emporter et ça fait en sorte qu'après ça, ben, les Packers de Green Bay n'ont pas pu prendre possession du ballon. Mais dans son territoire, c'est là que j'ai de la difficulté. Là. OK? On met les Lions en attaque explosive. Donc, pourquoi parier qu'on est dans son territoire? Ça, j'ai beaucoup d'ennuis avec ça. Ça, c'était vraiment pas une bonne décision de la part de Dan Campbell. C'est le genre de choses qui pourrait coûter un match éliminatoire aux Lions de Détroit. Ça pourrait causer la perte des Lions. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, pour répondre à la question de Gabriel, Campbell ne va pas changer sa philosophie. Puis, c'est correct, ça fait partie de l'identité des Lions. Mais lorsqu'on se retrouve dans notre territoire et que la rencontre est serrée, de parier sur un 4 et 2, 4 et 3, là, je trouve que c'est irresponsable. Les Buccaneers de Tampa Bay, à 7 victoires et 6 défaites, vont se rendre à Los Angeles pour affronter les Chargers qui sont 8 et 5. Pour les Buccaneers, on a remporté nos 3 matchs depuis notre retour de notre semaine de congé et on a remporté les 3 matchs par au moins 15 points. Donc, vraiment, l'attaque s'est remise en marche. Mais ce qui est inquiétant du côté des Bucs, c'est évidemment la défense qui est l'une des pires dans la NFL. Ouais, je te dirais la défense. Et également Baker Mayfield là, qui protège pas bien le ballon. La semaine dernière, je jouais contre les Raiders. On a rapidement pris une avance de 14-0. Je me disais, bon, ben ça y est, les Bucks vont facilement l'emporter. Puis là, bon, Baker Mayfield a été victime de 3 revirements. Souviens-toi contre les Panthers à Caroline la semaine précédente. Il avait été victime de revirements également. Là, ça doit arrêter là, du côté de Mayfield. Surtout que maintenant, les Buccaneers sont seuls en tête de la section sud de la nationale en raison là, des ennuis que les Falcons, ils ont. Comme tu as dit, du côté des Bucks, on gagne. Défensivement, ouais, la défense a été généreuse. Puis ça, pourtant, on a un groupe talentueux du côté de l'unité défensive. Là, on va recevoir les Chargers. Les Chargers sont un peu limités en attaque. On s'en est rendu compte là, contre les Chiefs de Kansas City. Oui, ça a été un match serré, mais je crois que l'absence de J.K. Dobbins se fait sentir du côté des Chargers, étant donné qu'on veut miser énormément sur le jeu au sol. Je vais choisir les Chargers afin d'emporter. Le match va avoir lieu à Los Angeles. Et le fait que Baker Mayfield n'est pas en mesure de bien protéger le ballon, qui fait qu'il est victime de revirement depuis quelques matchs, ça m'inquiète. Je sais que les Chargers, eux, ils protègent bien le ballon. Alors, c'est la raison pour laquelle je choisis Los Angeles pour l'emporter contre les Buccaneers. On est un peu plus vulnérable en défense aussi du côté des Chargers dernièrement. Lors des 9 premiers matchs de la saison, on accordait en moyenne 309 verges à l'adversaire par match. On en accorde 372 lors des 4 derniers. Tu as parlé de la perte de J.K. Dobbins. Moi aussi, je trouve qu'elle fait mal, puisqu'on a une fiche de 1 et 5 quand l'équipe court pour moins de 95 verges au sol en un match. Donc, pour moi, J.K. Dobbins, ça se fait sentir. On a vu Gus Edwards, c'est pas facile. Puis Kimani Vidal a l'air vraiment du porteur de ballon le plus explosif, mais c'est pas encore fait. Il n'a pas vraiment encore supplanté Gus Edwards. Par contre, moi, je pense que les Chargers, s'ils veulent l'emporter, la clé, ben, ce sera le jeu aérien. Il faudra vraiment surveiller cette semaine le statut de Lab Mankanki, qui est vraiment un receveur incroyable pour eux dernièrement, et le statut de Will Disley, les lieux rapprochés. Ça va donner des armes à Justin Herbert pour espérer l'emporter. Justement, on peut battre les Buccaneers par la passe, mais si ces deux joueurs-là ne jouent pas, ben on va s'en remettre à des gars maintenant comme Joshua Palmer, comme Smart qu'on a vu, Stone Smart qu'on a vu à la position d'aller rapprocher, des joueurs un peu marginaux comme ça, Jalen Rager, mais quoi que Jalen Rager a quitté le match. Moi, j'ai pris les Chargers pour l'emporter parce que je pense que Ladd McConkey va être de retour au jeu. On va avoir quand même des armes en attaque. Mais si ces joueurs-là ne jouent pas, si on manque vraiment de profondeur à la position de receveur, si nos receveurs numéro 3 deviennent des receveurs partants lors du prochain match, je pense que peut-être que les Buccaneers ont de fortes chances de l'emporter. Donc, les Je Steelers suis à d'accord avec 10 toi. victoires et donc les Steelers à 10 victoires et 3 défaites
vont se rendre à Philadelphie, dans le même état, à 2 heures de route à peu près, pour affronter les Eagles qui sont 11-2. Didier, savais-tu que la dernière victoire des Steelers à Philadelphie remonte à 1965? On est 0-10 à Philadelphie. Et en 1965, il y avait des joueurs comme Cannonball Butler qui retournaient les botter pour les Steelers. Ah, ben Donc, oui. ça fait 59 ans que les Steelers n'ont pas gagné de match à Philadelphie. Ouais, ben, écoute, toute bonne chose a une fin. Moi, je pense que les Bon, Steelers vont être en mesure de mettre fin à cette séquence à cette disette euh, contre les Eagles. Écoute, la rencontre va avoir lieu à Pittsburgh, par contre, hein, c'est bien ça? Si je me trompe non, c'est pas. à Philly. Ah, c'est à Philly. Ah, ok, oui, ok, parfait. Moi, dans mes notes, j'avais mis que c'était à Pittsburgh. Ben écoute, bon, peu importe. La rencontre était à Sinon, Philadelphie. ces stats-là La marde est pognée. auraient eu aucun rapport. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est pour ça, là, j'étais plus certain. T'as Ben dû te écoute, demander de quoi je parlais. comment? T'as dû te demander de quoi, pourquoi je te parlais de stats à Philadelphie, genre des Ouais, Steelers. non, non, c'est ça. J'étais comme, ah, ok, ouais, c'est bien beau. Je suis bien content pour eux autres. Mais non, le match a bel et bien, bel et bien avoir lieu à Philadelphie. Écoute, Ah, les Steelers quand même si le match va être affilé, parce que OK, les Eagles, c'est ton équipe. Ben, la marde est pognée, OK? Dans ton club, chez ton club, OK. dans le vestiaire des Eagles, entre Jalen Hurts et Jay Brown. On en a parlé tout à l'heure. Ben, c'est que j'aime bien la défense des Steelers. Puis je sais, celle des Eagles, je joue bien avec Jalen Carter, qui connaît vraiment toute une saison. Mais je sais pas, moi, je pense que on risque d'assister peut-être là, à une répétition de l'année dernière. Souviens-toi, les Eagles n'avaient pas bien terminé la saison régulière. Puis là, bon, Prophète de on malheur. s'entend pas bien. Ouais, il y a de la bisbée. Alors peut-être que c'est Nick Sirianni là, à nous prouver qu'il est capable d'être un leader, de prendre contrôle du vestiaire, de parler à Et Jalen comme c'est Hurts un gros et à bébé. AJ Brown. Ben, c'est ça. Nick Sirianni, je suis pas convaincu qu'il est un bon leader. Puis là, tu affrontes des Steelers, on sait qu'est-ce qu'on va avoir avec Pittsburgh. Alors moi, c'est la raison pour laquelle je vais choisir les Steelers pour l'emporter parce que vraiment, là, moi, j'ai trouvé ça troublant, la performance des Eagles contre les Panthers. Tu sais, on aurait pu facilement perdre ce match-là si, comme tu l'as dit, Xavier Leggett attrapait la longue passe de Bryce Young. Ça aurait probablement été une défaite pour Philadelphie. Ça fait 6 matchs. Au cours de nos 6 derniers matchs, on a gagné plus de verges au sol que par la passe. Puis il y a une autre chose qui va pas bien à Philadelphie, puis on n'en parle pas, c'est le botteur Jake Elliott. Marc-André, il a beaucoup d'ennuis là, sur plus de 50 verges depuis le début de la saison. Moi, j'ai aucune confiance en lui. Le match contre les Steelers devrait être serré. Puis, je peux facilement m'imaginer Elliott rater un ou deux bottées qui vont faire en sorte que Pittsburgh va gagner. Alors, moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ça va être une victoire des Steelers. Jake Elliott a attrapé la maladie, la Justin Tuckett, potentiellement aussi, je pense. Mais Mhm. Mike Tomlin est évidemment 0-3 à Philadelphie, Didier. Et ses équipes, ben, les Steelers, sous sa gouverne, ont marqué seulement 22 points, en ont accordé 84 à Philadelphie. Et on devra C'est dans le passé, potentiellement, ça. c'est oui, mais on devra cette semaine potentiellement se passer des services, encore une fois, de George Pickens. Puis l'attaque des Steelers, ce n'est Mm. pas la même sans George Pickens. On a vu que la semaine dernière, Russell Wilson a été limité seulement 158 verges par la passe, 15 passes complétées. Chanceux, il a été. Il a quand même complété 2 passes de toucher, mais quand même. Donc, moi, je pense que les Eagles, justement, vont devoir l'emporter. C'est une meilleure formation. Quoi que tu puisses en dire de Jalen Hurts et de l'attaque et du vestiaire, je pense que c'est encore une meilleure formation que celle des Steelers. Puis il y a Saquon Barkley. Saquon Barkley aussi a déjà battu le record d'équipe pour le plus grand nombre de verges au sol en seulement 13 matchs. À ce rythme-là, encore une fois, il pourrait battre le record d'Eric Dickerson de 1984. Donc, pour moi, Saquon Barkley sera encore la clé. Même si c'est difficile de courir contre les Steelers, je pense que Saquon Barkley va connaître une autre grande performance dans des places à A.J. Brown. Puis les Eagles vont l'emporter dans ce match. Ouais, ben en parlant de Saquon Barkley, on a reçu une question de Thierry, justement, sur le demi à l'attaque étoile des Eagles de Philadelphie. Alors, salut Didier et Marc-André, ma question de la semaine. Selon vous, est-ce que Saquon Barkley a réellement une chance au titre de joueur par excellence de la NFL, étant donné que depuis plusieurs années, ben, c'est un trophée qui est donné aux carrières? Merci et toujours un plaisir de vous écouter. Ben, merci à vous, Thierry, d'avoir pris le temps de nous écrire. Ben écoute, moi je pense qu'il a une chance. Si
comme tu viens de le mentionner, s'il est en mesure de battre le record d'Eric Dickerson pour le plus grand nombre de verges au sol en une saison, je pense que Saquon va remporter le titre parce que où seraient les Eagles de Philadelphie sans Saquon Barkley? On a parlé des déboires de l'attaque aérienne. Alors imagine-toi, là, si on n'avait pas amené Saquon à Philadelphie, on aurait beaucoup d'ennuis là, du côté des Eagles, moi j'ai l'impression. Puis je sais, Josh Allen a été incroyable la semaine dernière. Il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NFL à compléter 3 passes de toucher et inscrire 3 touchés au sol lors de la même rencontre. Mais ça a été une défaite pour les Bills. Alors moi, je crois vraiment que si Philadelphie, surtout si Philadelphie, imagine-toi, est en mesure là, de devancer les Lions au premier rang de l'Association nationale et que Saquon bat le record d'Eric Dickerson, on n'aura pas le choix, je crois, que de lui remettre le titre de joueur par excellence de la Ligue, malgré le fait que traditionnellement, ben, c'est un honneur qui est décerné au carrière. Moi aussi, je pense que s'il bat le record, ou même s'il franchit le cap des 2000 verges, on va potentiellement peut-être lui donner le titre de joueur par excellence. Sinon, je pense que Josh Allen en ce moment est le candidat, le favori en ce moment pour l'emporter, surtout s'il parvient à vaincre les Lions cette semaine euh, à l'étranger. Je pense qu'encore là, il va accentuer son avance là-dessus, mais justement, s'il atteint le fameux plateau des 2000 verges, c'est quoi? Je pense qu'il a des chances, mais sinon, ça risque d'être Josh Allen. Il y a des gens qui pensent également que Jared Goff pourrait l'emporter. Moi, je suis pas si, je suis pas convaincu de ça. Je pense pas que en termes de joueur par excellence, il est vraiment. Si on Ouais, enlevait Jared je suis Goff des d'accord avec Lions, toi. je suis pas convaincu qu'il fait une énorme différence si on en avait mis, mettons, un autre quart. Mais bref, selon moi, ça va jouer entre Josh Allen et Saquon Barkley. Mais évidemment, si Saquon franchit le plateau de 2000 verges, je pense qu'il a d'excellentes chances de remporter le titre. Enfin, qui tu choisis pour l'emporter entre les Eagles et les Steelers? Ah ouais, t'es un partisan des Les, Eagles, fait que tu les choisis les Eagles, Eagles. Hein. Ouais. les Eagles et toi les Steelers. Donc, on a beaucoup de choix qui Ouais. divergent cette semaine. Les Packers à Mhm. 9 victoires et 4 défaites, ça, c'est un affrontement aussi important pour les deux formations. On va affronter les Seahawks qui sont 8-5 à Seattle. Euh, bon, c'est ça. Les Packers, il faut vraiment. Eux autres, tu sais, on parle des Vikings et des Lions, mais les Packers aussi, il faut qu'ils maintiennent le rythme dans cette division-là, puisque c'est vraiment un match important. Et que dire des Seahawks? Dans la section la plus relevée de l'Association nationale. C'est vraiment un match important. J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. Josh Jacobs est tout simplement incroyable en ce moment. Il est vraiment la machine. Il est le moteur de cette équipe-là, au détriment peut-être des statistiques de Jordan Love. Mais oui, on s'en est remis vraiment à Josh Jacobs et au jeu au sol et ça fonctionne dernièrement pour les Packs. Ouais, moi, je suis impressionné par la saison que Jordan Love connaît. Là, j'en ai parlé lors des dernières semaines. Tu sais, Jordan Love, réellement, depuis le début de sa carrière, c'est quoi? Il a connu une excellente deuxième moitié de saison. L'année dernière, c'est ça qui lui a permis de signer une prolongation de contrat. Mais moi, personnellement, sa saison me laisse sur mon appétit. Là. Bon, oui, on réussit des jeux explosifs par la passe, mais il n'y a pas de constance. C'est ça le problème là, du côté de Love. Il y a des matchs où il est victime de revirements aussi. Bon, ça s'est calmé lors des 2 dernières semaines, si je ne me trompe pas. Mais j'aimerais ça avoir plus de conscience de la part de Jordan Love. Là, on va aller à Seattle contre les Seahawks qui ont une défense qui est nettement améliorée. Là. Comparativement au début de la saison, moi, je pensais qu'immédiatement, avec McDonald comme entraîneur-chef, la défense a été améliorée. Ça a pris un certain temps. Mais là, on joue mieux défensivement. Et puis, la semaine dernière, le jeu au sol des Seahawks a été très productif malgré l'absence de Kenneth Walker. Zach Charbonnet a connu le meilleur match de sa carrière, 134 verges au sol. Il a inscrit 2 touchés, en plus de réussir cette réception pour 59 verges. Alors, ça, est-ce que ça va se poursuivre? Bon, on va devoir voir si Kenneth Walker sera en uniforme, étant donné qu'on enregistre ce podcast ce mercredi matin. Alors, les équipes commencent leur semaine de préparation. Mais ça pour dire que les Seahawks sont maintenant seuls en tête de la section ouest de l'Association nationale. Un match devant les Rams. On en a parlé tout à l'heure. Les Rams vont jouer jeudi soir. Moi, je vais choisir les Seahawks afin de l'emporter contre les Packers de Green Bay parce que je ne sais pas nécessairement le genre de performance que Jordan Love va nous offrir. La défense des Seahawks joue vraiment du meilleur football aussi dernièrement. Ça aide grandement l'équipe, en fait. On joue du meilleur football des deux côtés du ballon. Euh, Ce qui m'inquiète du côté des Packers, c'est qu'on a une fiche de 7 victoires et une défaite quand l'adversaire ne passe pas pour 250 verges.
Mais Geno Smith, en revanche, a 6 matchs cette saison de plus de 280 verges par la passe. Donc, pour moi, je pense que Geno Smith vraiment pourrait connaître un autre match important. Écoute, on joue du meilleur football et ça coïncide avec l'ascension vraiment ou l'émergence de Jackson Smith et Jigba du côté dans l'attaque des Seahawks de Seattle. Les Packers ont subi 4 défaites consécutives à Seattle et je pense moi aussi qu'ils vont en subir une cinquième. Je prends les Seahawks pour l'emporter. En rafale maintenant, pour la semaine numéro 15, les Ravens de Baltimore à 8 et 5 vont se rendre au New Jersey pour affronter les Giants qui sont 2 et 11. Évidemment, que les Ravens affrontent une équipe de l'Association nationale, on ressort la statistique de Lamar Jackson. 23 victoires, 2 défaites face aux formations de l'Association nationale dans sa carrière. Ouais, puis là, on affronte les pitoyables Giants. Bon, c'est simple, là, choisis les Ravens pour l'emporter. Je suis convaincu, toi aussi, là, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais Les Ravens sont les favoris par Giants, 15 points au preneur au livre. ouais, c'est 15 points. beaucoup, hein. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Écoute, je sais Vegas pas a s'ils vont aucunement l'emporter foi en nécessairement Drew par Lock. 15. Ben, pourquoi? Ben, surtout, écoute, tu sais, c'est pas juste Drew Lock, mais Brian Daboll, tu sais, c'est l'entraîneur-chef, c'est lui le Ah, sélectionneur de jeu. On a tenté quoi, une quarantaine de passes avec Drew Lock la semaine dernière. Je pense que c'est 49 passes tentées dans un match qui était serré. Pourquoi? Tu sais, on a mis ce contrat d'Evan Singletary comme quoi qu'on pensait qu'il allait être en mesure de remplacer Saquon. Il a juste couru 4 fois avec le ballon la semaine dernière. En tout cas, moi, je ne veux pas passer trop de temps à parler de ce match-là. Ça va être une victoire des Ravens facilement contre les pitoyables Giants. les Giants, on accorde 141 verges en moyenne au sol par match. Derrick Henry va se Ah, rendre à imagine-toi. Brossard, au buffet des continents, puis il va s'offrir Hmm. tout un festin. Moi aussi, je prends les Ravens. Je ne ferai plus l'erreur de prendre les Giants, plus jamais. J'ai essayé la semaine dernière contre les Saints. Je me suis brûlé. Les, les Jets de New York à 3 et 10 vont affronter les Jaguars, qui sont également 3 et 10. Quoi dire de plus de ce match-là? Moi, je pense que les Jets, c'est la meilleure formation en ce moment. Puis ça me fait mal au cœur un peu de dire ça, puisque c'est pas vraiment une grande formation. Mais je vais prendre les Jets pour remporter contre les Jaguars parce que écoute, je pense qu'Aaron Rodgers pourrait connaître un autre bon match, un deuxième de suite. Je pense que ça va faire la différence face à la pitoyable défense des Jaguars. OK, tu veux dire les Jets sont la meilleure équipe des deux. OK, OK, parfait, ouais. Ben Ouais, oui, ouais, ben ouais, moi ouais, aussi, je ouais. choisis les C'est Jets pas pour clair? l'emporter, ouais. Ouais, non, ben, je vais juste être sûr, je vais juste être certain. Ben, moi aussi, je choisis les Jets pour gagner. Jaguars qui ont finalement gagné un match la semaine dernière, mais c'est parce que les Titans du Tennessee sont tellement mauvais. Au moins, on a bougé le ballon contre les Dolphins, je le disais, en attaque. Les Jets ont connu probablement leur meilleur match de la saison, du moins depuis très longtemps. Donc, oui, moi aussi, je choisis les Jets pour l'emporter. Les Cowboys à 5 et 8 vont affronter les Panthers qui sont 3 à 10 en Caroline. Didier, les Panthers sont favoris en ce moment au preneur au livre pour la première fois depuis la semaine 15 de la saison 2002. Donc, ça fait 33 matchs de suite. Ils vont mettre fin à une séquence de 33 matchs où ils étaient les négligés dans un match. C'est quand même fou, ça. Ouais, ben, ça en dit long hein, sur l'état des Cowboys de Mhm. Dallas. Choisir les Panthers pour l'emporter parce qu'ils jouent du bon football. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ils ont presque battu les Chiefs de Kansas City. Ils ont été coriaces la semaine dernière à Philadelphie contre les Eagles. Alors, je pense que ça va se poursuivre, ça. Alors que du côté des Cowboys, bon, là, on a des blessés. On a perdu Overshawn, qui était un des meilleurs joueurs en défense de Dallas depuis le début de la saison. Il a subi une grave blessure à un genou. Hein. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a déchiré pratiquement tous Mhm. les ligaments qu'il a déchiré dans un genou. Ça, c'est vraiment malheureux. C'est un bon joueur. En plus, il avait raté son année recrue la saison dernière en raison de ligaments croisés, la déchirure d'un ligament croisé antérieur. Bref, j'aime ce que je vois de la part de Bryce Young. Il semble s'améliorer. Il est souriant sur le terrain, beaucoup plus confiant. En victoire pour la Caroline à domicile contre Dallas. Ce sera serré, mais je pense que les Cowboys vont également l'emporter. J'ai failli prendre les Panthers, mais je me suis douté que Ah ça oui? allait être un choix populaire. Je pense encore. J'ai aimé ce que j'ai vu de Cooper Rush par moment lors du match du lundi soir. Je trouve que sans être éclatant, il est quand même assez efficace. Je pense que les Cowboys représentent une meilleure formation que les Panthers en ce moment. Ça risque d'être serré, mais on va encore l'échapper du côté des Panthers. Et les Cowboys fichent de 11-2 à leurs 13 derniers matchs contre les Panthers de la Caroline. Donc, choisis les Cowboys pour l'emporter.
Les Commanders à 8 et Oublie pas, 5 vont affronter les Cooper Saints. Rush jouait contre la pitoyable défense des Bengals de Cincinnati. Oublie pas ça lundi soir, hein? Mais Lundi Cooper soir Rush va dernier. jouer Alors, contre c'est la la raison pour laquelle pitoyable il a pas mal défense des paru. Panthers. Je sais, mais elle joue mieux. Elle joue mieux que la défense des Bengals récemment, là, je crois. La défense des Bengals, On- c'est spectaculaire à quel point elle est mauvaise, là. Les Commanders à 8 et 5 vont affronter les Saints en Nouvelle-Orléans à 5-8. Du côté des Saints, sérieusement, on est en train de. C'est la descente aux enfers. On sera privé des services de Derek Carr. Et cette saison, sans Derek Carr, on a inscrit en moyenne 15 points par match sans Derek Carr avec Spencer Rattler. J'ai vu on a même mis sous contrat Ben DiNucci cette semaine. Vraiment, la fin de saison en Rien de moins. Nouvelle-Orléans, ça ne sera pas Jojo. Ça ne sera pas Jojo. Ouais, ben écoute, choisis les Commanders, hein. Washington avait congé la semaine dernière. La dernière fois qu'on a vu les Commanders, l'attaque a démontré une certaine amélioration parce que, dont on t'en parlait tout à l'heure. Depuis le début de la deuxième moitié de la saison, c'est une attaque qui avait beaucoup ralenti, mais là, le jeu au sol était de retour. L'attaque terrestre de Washington avait été très productive. Tu viens de dire, là, la Nouvelle-Orléans, ça va pas bien. Derek Carr sera pas là, même s'il est en uniforme, je choisirais les Commanders. Alors, victoire pour Washington. Victoire, moi aussi, des Commanders. Jaden Daniels est de retour en Nouvelle-Orléans, là où il a fait le plus le beau temps à l'université LSU. Et Marshawn Lattimore Hmm. pourrait effectuer ses débuts avec les Commanders. Et tiens, tiens, c'est bien fait Enfin. la NFL. Contre son ancienne formation en plus, les Saints. Donc, moi aussi, je choisis les Commanders pour l'emporter. Les Bengals de Cincinnati à 5 et 8 vont affronter les Titans au Tennessee qui ont 3 victoires et 10 défaites. Brian Callahan va affronter son ancienne équipe. Est-ce qu'il aura des secrets? Et pourra-t-il dérailler l'attaque des Bengals qui fait flèche de tout bois? Je ne pense pas. Choisis les Bengals pour l'emporter. Ouais, parce qu'on sait que Cincinnati va marquer des points, hein, peu importe. Et Joe Burrow connaît Ouais. vraiment toute une saison. Et que dire de la performance de Jamar Chase là, lundi soir contre Dallas? Il était Il doit incroyable. avoir eu quoi? Écoute, 250. Il ciblé 250 fois pour 1000 verges dans ce match-là, à peu près? C'était épouvantable. ouais, ouais, à peu près. Hey, c'est pas grave, on est rendu en éliminatoire fantasy football, ses propriétaires, là, Ouais. eux, ils sont heureux de voir ça. Là. Mais tout ça pour dire, écoute, je vois pas comment les Titans vont marquer suffisamment de points pour maintenir le rythme contre les Bengals, malgré le fait que la défense de Cincinnati, elle est pitoyable. Mais choisis les Bengals pour l'emporter au Tennessee. Peut-être un petit mot sur T. Higgins. Joe Burrow, les commentaires de Joe Burrow qui a dit que T. Higgins serait de retour avec les Bengals la saison dernière, qui serait prêt à accepter une diminution de salaire également, va s'acheter seulement une autre Batmobile plutôt que d'en acheter 3 autres. Mais c'est quand même intéressant ça parce qu'on a vu des nouvelles cette semaine, des articles qui sont sortis comme quoi que les Patriots voulaient donner vraiment énormément d'argent à T. Higgins pour en faire le receveur numéro un. Mais de plus en plus, je pense que T. Higgins et Jamar Chase vont faire la paire pour encore quelques années. Ça serait intéressant à voir de ce côté-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben, je pense qu'il faudrait utiliser les ressources financières qu'on a du côté des Bengals, du côté de l'unité défensive, là, plutôt trouver un porteur de ballon qui est robuste parce que Chase Brown, bon, il fait des belles choses, mais Chase Brown ne peut pas être ton porteur de ballon numéro un. Là. Ça prend un joueur qui a un style le plus robuste, qui serait un complément justement à Chase Brown. Et ça te permettrait de courir avec le ballon aussi et de garder ta défense sur les lignes de côté. Parce que c'est bien beau les receveurs de passe, là, mais là, on parle de vrai football. Là. Regarde, là, on mise sur Jamar Chase et Higgins, on va rater les éliminatoires. Alors, c'est bien beau, je Mhm. comprends qu'Higgins est apprécié dans le vestiaire des Bengals et tout, mais cet argent-là, moi, je le dépenserais afin de m'améliorer à d'autres points. Là. Parce que le problème, c'est pas l'attaque. C'est pas un receveur de passe qui va nous aider du côté des Bengals de Cincinnati, selon moi. Et autre petite note également, Will Levis a été victime de 24 sacs du corps à ses 5 derniers matchs. Donc, Trey Hendrickson bave déjà à l'idée d'affronter les Titans cette semaine. Les Chiefs, à 12 victoires et une défaite, vont affronter les Browns à Cleveland, qui sont 3 et 10. Cleveland a remporté 2 de ses 3 derniers matchs à domicile. Ils ont des victoires contre les Ravens et les Steelers. Et la défense des Chiefs, elle est quand même assez permissive dernièrement. Jameis Winston, je ne serais pas effrayé de le faire jouer au niveau fantasy cette semaine. Mais au niveau du vrai football, je pense que les Chiefs vont encore trouver une façon de l'emporter contre les Browns et vont passer. Ils vont avoir une victoire de plus, vont être 13-1 après le week-end prochain. Non, moi aussi, je choisis Kansas City pour gagner ce match-là. Mais comme tu as si bien dit,
les Chiefs sont mieux de se méfier justement ouais, des Browns et de Jameis Winston. On l'avait vu il y a quelques semaines à Denver contre les Broncos, avant amassé plus de 400 verges par la passe. C'est quoi? C'est 4 passes de toucher, mais 2 interceptions retournées pour des touchés. Mais je pense que les Chiefs devraient être en mesure de l'emporter à Cleveland, mais je ne serais pas surpris si les Browns causent une surprise puis ils l'emportent. Les Chiefs ont 10 victoires par 7 points au moins cette saison. Ça égale le record pour une saison C'est qu'ils incroyable, détiennent ça. conjointement avec les Oilers de Houston en 1978. Voilà. Hmm. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui ont une fiche de 3 et 10, vont affronter les Cardinals en Arizona, qui sont 6 et 7. Les Cardinals, on est sur une séquence de 3 défaites et je pense vraiment que c'est l'occasion de repartir la machine, d'arrêter cette séquence de revers. On te doit de remporter ce match-là contre les pauvres Patriots du côté des Cards. Je l'ai choisi pour l'emporter. Ben, c'est ce que je pense moi aussi. Moi aussi, je choisis les Cardinals pour l'emporter. Je ne sais pas si tu as vu, à la Nouvelle-Angleterre, là, il y a des rumeurs comme quoi peut-être Gerard Mayo ne sera pas de retour à la barre de l'équipe la saison prochaine. Alors, comme tu viens de le dire, 3 défaites de suite pour les Cardinals, mais là, je pense que c'est un bon remède là, de recevoir les Patriots. Alors, victoire pour l'Arizona va maintenir des chances de participer aux éliminatoires. Les Bears de Chicago, à 4 victoires et 9 défaites, vont affronter les Vikings au Minnesota, qui sont 11 et 2. Les Bears sont la seule équipe sans victoire sur la route cette saison. Ils ont 6 défaites et je pense qu'ils vont en subir une septième contre les Vikings, qui, eux, ben, c'est complètement le contraire. Ils sont sur une séquence de 6 victoires. Sam Darnold est incroyable. 11 parts de toucher, aucune interception à ses 4 derniers matchs. Je choisis évidemment les Vikings pour l'emporter. Ce ne sera pas serré. Et la première demi en attaque des Bears la semaine dernière à San Francisco, ça n'avait aucun bon sens. C'est quoi? On a eu seulement 2 verges d'attaque 4 contre verges. 4 310. verges. 4 verges d'attaque en première demi contre plus de 300 pour les Niners. J'avais jamais vu ça. Écoute, ça fait longtemps là, Je que me je suis regarde du levé football. Au niveau de la NFL, j'avais jamais vu ça. Je me suis levé de mon divan pour aller chercher la télécommande, pour changer de poste, pour pitonner sur ma télé, puis j'ai fait plus de verges. J'ai couru plus de verges d'attaque que Ah, l'attaque des Bears en première demi. C'est quand même fou, ça, quand on y pense. mais pauvre Thomas Brown. Pauvre Thomas Brown, Ouais. l'entraîneur-chef par intérim. Là, en l'espace de quelques semaines, Marc-André Pandy, il était un des adjoints en attaque. On a congédié Shane Walden, l'ancien coordinateur offensif. Il a hérité du poste. Là, après ça, on congédie Matt Eberflus. On fait de lui l'entraîneur-chef par intérim. Tu sais, écoute, il a été promu, mais beaucoup trop rapidement. Puis là, en tout cas, c'était juste un match. C'est son premier match à la barre de l'équipe. Mais Caleb Williams n'a pas connu un bon match. Puis pourtant, lors des dernières semaines, depuis le congédiement de Waldron, on avait vu une amélioration du côté de l'attaque en général des Bears, en particulier du côté de Caleb Williams. Mais là, le pauvre Thomas Brown, maintenant entraîneur-chef, donc il va s'occuper de l'équipe au complet. Puis je suis en train de me demander, est-ce que ça ne nuit pas à sa préparation de Mhm. son carrière de Caleb Williams? Ça en lui en fait beaucoup à faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais peu importe, c'est un fiasco du côté des Bears. Et oui, je Mm. choisis des Vikings afin de l'emporter, bien sûr. On dit du côté des Bears que c'était vraiment un entraîneur qui avait un excellent potentiel, mais justement, à le voir vraiment grimper trop vite, un peu malgré lui, c'est pas vraiment de sa faute, puisqu'on lui a donné davantage de Non, c'est responsabilités. ça. Hein. Ça va pas jouer justement sur la suite de sa carrière. Ça va pas laisser des traces psychologiquement ou peu importe, je sais pas. Mais oui, il a l'air d'une personne quand même intelligente, qui a l'air vraiment sympathique aussi, qui a l'air apprécié aussi dans le vestiaire. Mais justement, la fin de saison, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire du côté des Bears, peut-être peut-être pour pallier à cette situation-là. Mais oui, c'est un peu décourageant, mais j'ai hâte de voir la suite des choses du côté des Bears, mais c'est inquiétant. Les Falcons d'Atlanta à 6 et 7, ça c'est le deuxième match du lundi soir. On va avoir, c'est pas des grands matchs, hein, lundi prochain. Les Falcons à 6 et 7 vont Ouais, affronter mais les je sais pas pourquoi Raiders il y en a à deux. 2 Pourquoi il y a 2 matchs lundi soir. Ouais. et avec des équipes vraiment, on aurait peut-être pu modifier un peu le calendrier pour ça. Mais bref, les Raiders, bon, les Falcons, ils vont affronter les Raiders qui ont 2 victoires et 11 revers. La NFL, c'est bien fait, Didier, parce qu'on risque de voir Desmond Ridder du côté des Raiders contre son ancienne équipe. Il l'a cru. Et du côté des Falcons, Kirk Cousins, sérieusement. Je pensais, honnêtement, là, affronter les Raiders pour les Falcons, ça aurait été une bonne occasion de mettre Michael Penix au poste de quart.
La défense des Raiders, c'est vraiment une des pires défenses de la ligue. Ça aurait été une bonne occasion de voir ce qu'il a dans le ventre, Michael Penix. En fait, la fin de la saison du côté des Falcons, c'est quand même un calendrier assez facile. Je pense qu'ils vont quand même l'emporter parce que les Raiders sont vraiment exécrables. Mais justement, Kirk Cousins, est-ce que ça t'inquiétait la semaine dernière? Est-ce que tu es encore plus inquiet cette semaine? Ben, certainement, c'est sûr. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on va affronter les Raiders, comme tu viens de le dire. Mais là, Kirk Cousins, à ses 4 derniers matchs, aucune passe de toucher, 8 interceptions. Pour la saison, il est rendu à 15 interceptions. C'est un sommet dans la NFL. Moi, je croyais sincèrement qu'il allait rebondir la semaine dernière contre son ancienne équipe. Ça n'a vraiment pas été le cas. Est-ce qu'on devrait envoyer Penix dans la mêlée? Tu sais, on a donné un contrat de 90 millions à Kirk Cousins. Tu sais, l'argent parle, là, comme on dit en anglais, money talks. Mm. Alors, ben, on continue d'y aller avec Kirk Cousins. Oui, ça aurait peut-être été une bonne opportunité d'envoyer Penix dans la mêlée. Mais au moins, on va avoir vraiment une réponse. Si Cousins connaît un autre mauvais match, cette fois-ci contre les Raiders, je pense qu'on n'aura pas le choix là, que d'y aller d'un changement à la position carrière et espérer que Penix pourra s'amener dans la mêlée et sauver la saison des Falcons. J'ai choisi Atlanta pour l'emporter parce que c'est quoi? C'est 9 défaites consécutives du côté des Raiders. Puis en plus de ça, c'est Desmond Raider qui joue. Ben, j'ose croire là, qu'Atlanta devrait l'emporter, il me semble. J'étais d'accord avec le fait de laisser Kirk Cousins jouer contre les Vikings au Minnesota. C'est son ancienne équipe, je peux comprendre. Mais tu regardes la fin du calendrier, Didier, les Raiders cette semaine, les Giants la semaine prochaine, les Commanders puis les Panthers. C'était un calendrier assez favorable à Michael Penix. Si on veut faire un changement, je veux dire, on voit bien que, écoute, on est sur une séquence quoi, de 4 défaites de suite, je pense, les Falcons. On a perdu le premier rang de notre section. J'aurais aimé voir ce que Michael Penix peut faire lors de ces 4 duels-là, mais ça devra attendre, tout porte à croire. Ça va attendre. Moi, fait que, bref, on a les Falcons, les deux, et ça complète notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 15 dans la NFL, Didier. On va jeter un coup d'œil au classement du pool de football du podcast Le Sac du Cœur. Alors, oh, on a un nouveau meneur, Marc-André. Est-ce que je vois bien à l'écran? Mhm, Alors, oui, ben c'est ça, Packers 188 qui a devancé Marie, là, finalement. Alors, les deux étaient à égalité la semaine dernière, mais là, mm, Packers de 188 est tout seul. Wow! OK. Ben, j'imagine, écoute, il doit avoir connu toute une semaine, la semaine dernière. Alors, dans mhm. mon cas, moi, j'ai été 10-3 quand même. Toi, 9-4, 7-6 pour Guillaume. Bon, ben, j'ai réduit ton avance d'un match, Ouais, finalement. tu t'en vas, tu accuses un retard seulement de 5 matchs. Écoute, on a beaucoup de choix qui diffèrent cette semaine. Ça peut être intéressant Oui, comme progression, oui. ou ou comme descente aux enfers dans ton cas. Ouais, un des deux, on va le savoir la semaine prochaine, là, parce que je vais Ouais. t'avoir rattrapé. Ou ça, c'est ça exactement, là, tu vas avoir augmenté ton avance. Puis on va voir si Packers de 188 ben, va pouvoir rester en tête. Est-ce que Marie va revenir prendre sa première position? Marie qui avait été en tête là, du pool pendant une grande partie de la saison. Mais là, dans le dernier droit, ben, on dirait que Packers 188 là, est en train de faire son move, comme on dit. Mhm. En tout cas, on va voir si ça va se Effectivement. poursuivre, tout ça. Effectivement. Bon, ben on va y aller. On va se tourner du côté du fantasy football et de tes recommandations pour ce qui est la 15e semaine d'activité, mais surtout au niveau du fantasy football, c'est le début des éliminatoires. Alors, on parle de matchs sans lendemain. On va commencer avec la position de carrière. Selon toi, quel est le carrière qu'il faut absolument insérer au sein de la formation partante lors de ce premier tour éliminatoire? J'ai parlé de Tua tout à l'heure. Je vous ai dit également que j'allais revenir sur Tua Tagovailoa dans le segment fantasy. Et voilà, je pense qu'on peut vraiment l'insérer avec confiance cette semaine dans notre formation fantasy. Didier, Tua Tagovailoa, 23 points fantasy dans 4 matchs de suite. Il est le top 10 à la position dans 4 matchs de suite également. Donc, vraiment, il connaît une séquence incroyable. Depuis la semaine numéro 11, seul Josh Allen a plus de points que lui en moyenne et depuis la semaine numéro 11. Et Josh Allen, on s'entend, la semaine dernière, il a inscrit quand même 50 points. Ça a boosté, comme on dit, sa moyenne fantasy. Depuis son retour au jeu, depuis son retour de commotion, 282 verges en moyenne par la passe, complète 76% de ses passes. Lors de la semaine numéro 15, on affronte les Texans qui sont quand même en milieu de peloton pour les verges accordées par la passe.
mais Houston a accordé 26 passes de toucher à l'adversaire cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Donc, c'est l'équipe qui accorde le plus de passes de toucher dans la Ah oui, NFL, hein. les Texans. Et on alloue en moyenne plus de 16 points fantasy au quart adverse cette saison. Donc, ça représente un bon plancher pour toi. Et je pense que Tyreek Hill, que Jalen Waddle. Ça va de mieux en mieux du côté des Dolphins. On va jouer dans un dôme également, c'est important pour toi. Je pense que Tua Tagovailoa, si vous cherchez un quart à streamer ou si vous avez pas un quart élite au niveau fantasy dans votre premier tour éliminatoire, je pense que Tua et si vous voulez encore, j'endosse ma propre chronique. Je fais jouer cette semaine Tua au détriment de, entre autres, CJ Stroud dans un de mes pools. Donc, Tua, je suis très confiant qu'il va connaître une bonne somme. Ah, OK, on va voir ça. Russell Wilson, il a relancé l'attaque des Steelers de Pittsburgh, l'attaque des Steelers qui joue nettement mieux, là. Il a une fiche de 6 victoires et une défaite depuis qu'il est à la barre de Pittsburgh. Malgré tout, toi, tu conseilles de le clouer au banc cette semaine. Russell Wilson est un meilleur corps NFL, si je peux m'exprimer ici en ce moment, qu'un corps fantasy. C'est sûr qu'il y a une fiche de 6 et 1 en cette départ, moyenne de 255 verges par la passe par match. C'est bon pour le 5e rang dans la NFL. Par contre, au niveau fantasy, on a vu la semaine dernière que l'absence de George Pickens, ça a vraiment joué. J'en ai parlé tout à l'heure sur les statistiques de Russell Wilson. 15 passes complétées pour 158 verges contre les Browns, qui n'ont pas vraiment une défense dominante cette saison. Lors de la semaine numéro 15, on affronte évidemment les Eagles à Philadelphie. Et Philadelphie a accordé le 4e plus bas total de points au quart adverse cette saison. On est vraiment impitoyable du côté des Eagles dans le jeu aérien. Je pense que Russell Wilson, si vous avez de meilleures options cette semaine que lui, je vous conseille de le clouer sur votre. Maintenant, chez les porteurs de ballon, quel est un demi à l'attaque qui pourrait permettre à ses propriétaires d'accéder au deuxième tour des éliminatoires? L'émergence de Rico Dowdle, on l'attendait depuis quelques semaines. On se demandait quand est-ce Mike McCarthy allait arrêter de donner le ballon à Ezekiel Elliott ou à des Dalvin Cook de ce monde. Mais c'est Hey, fait. ça a été long, Euh, hein? Ça a été long. Et honnêtement, Rico Dowdle, il est efficace dans le champ arrière et il a de la vitesse. Il contrôle enfin le champ arrière de l'équipe, 59 portées lors des 3 derniers matchs. Il a le deuxième plus haut total de verges au sol lors des 4 dernières semaines à 357 derrière Saquon Barkley. Sa moyenne de verges par course cette saison est à 4,8. C'est quand même excellent. Et lors de la semaine numéro 11, on affronte les Panthers. La semaine numéro 15, pardon, on affronte les Panthers qui ont accordé le plus grand nombre de verges au sol dans la NFL cette saison. Ils accordent en moyenne 24 points alloués aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. C'est bon dans le top 10 à la position pour la position de porteur de ballon. Donc, Rico Dowdle, oui, pour être un demi à l'attaque fort utile lors de vos éliminatoires fantasy. On parle ici de pivot, là, de porteur de ballon numéro 3, de pivot, voire numéro 2 dans des poules qui sont à 14-16 équipes. Rico Dowdle est à insérer dans votre formation avec confiance cette semaine. Un Darnold qui a bien paru encore une fois contre la pitoyable défense des Bengals de Oui. Cincinnati. On va voir, ça va se poursuivre. C'est ça, contre la défense des Panthers qui, elle aussi, est vraiment pas solide. Travis Etienne, ben lui, ça fait 2 ans là, que c'est une déception. Alors, j'ose croire que tu vas nous recommander de le clou au banc là, cette semaine. C'est une saison désastreuse pour Travis Etienne. Je ne sais pas c'est quoi le problème. C'est quelque chose. On pourra s'en reparler durant l'entrée-saison. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est le cahier de jeu? Est-ce que c'est Travis Etienne? Est-ce que c'est le corps? Bref. C'est une saison désastreuse parce que c'est un choix que vous avez sélectionné peut-être en deuxième ronde de votre repêchage fantasy. 9 opportunités la semaine dernière contre les Texans. Tank Bixby en a eu 19. Donc vraiment, il a fait un pas de recul dans l'attaque des Jaguars la semaine dernière. Là, écoute, il y a un match de plus de 60 verges total cette saison. On en avait eu 12 lors des 2 saisons précédentes, Travis Etienne. C'est vraiment une catastrophe cette année dans son cas. Lors de la semaine numéro 15, on affronte les Jets. Les Jets, la semaine dernière, ont limité Devon Achane à 24 verges au sol en 12 courses. Donc, si vous voulez que Travis Etienne s'en sorte, il devra être efficace dans le jeu aérien. La semaine dernière, Travis Etienne a capté 2 ballons pour 50 verges. Devon Achane a un peu sauvé également son après-midi fantasy en captant des passes. Sauf que je me dis que Devon Achane capte des passes de Tua Tagovailoa, puis Travis Etienne, il va capter des passes potentiellement de Travis Etienne ou de Mac Jones. Certainement Mac Jones cette semaine.
C'est pas le même calibre de carrière. Donc, pour ces raisons, je trouve que Travis Etienne est à laisser sur votre banc cette semaine. OK, maintenant, on va se tourner à la position de receveur de passe. Ou Jerry Jeudy, on a mentionné son nom tout à l'heure. Depuis quelques semaines, il est devenu un des receveurs de passe les plus productifs de la NFL. C'est incroyable. Avec Jameis Winston. Écoute, la stat qui m'a fait sursauter, la voici. Euh, En ce moment, Jerry Jeudy a 944 verges sur réception cette saison. Et c'est le troisième plus haut total dans la NFL. Seulement Jamar Chase et Justin Jefferson ont plus de verges que lui dans la NFL cette saison. Sauf que 72% de ces 944 verges sont survenus lors des 6 matchs où Jameis Winston était le quart partant de l'équipe. Donc, moi, c'est une stat qui me tout simplement incroyable. Ça démontre que Jerry Jeudy avec Jameis Winston, ben c'est une recette gagnante. Il est le receveur vraiment numéro un de Jameis et avec Jameis Winston. 21 points fantasy par match depuis la semaine numéro 8. La semaine numéro 15, on affronte les Chiefs. Les Chiefs ont alloué 41 points en moyenne aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines. C'est le quatrième plus haut total de points dans la NFL. Donc, on peut assurément insérer Jerry Jeudy dans la formation, dans votre formation. Et même, j'ai vu que Cedric Tillman était encore dans le protocole de commotion. Si vous avez David Njoku, c'est un excellent affrontement également. Et si Cedric Tillman ne joue pas encore cette semaine, si vous voulez avoir dans votre pivot, vous voulez pivoter ou avoir comme flex Elijah Moore, ça peut être une excellente option cette semaine. Le jeu aérien risque d'être efficace contre les Chiefs, moins le jeu au sol. Je laisserais sur mon banc Nick Chubb, puis j'insérerais les receveurs de passe des Browns, assurément. Et même Jameis Winston, bien mal pris à ma position d'écart du côté des Browns cette semaine, niveau fantasy. Maintenant, le receveur que tu nous conseilles d'asseoir cette semaine, c'est DK Metcalf, pourtant un des receveurs les plus talentueux de la NFL, mais il est discret là, depuis quelques semaines. Du moins, il n'est pas très productif. Depuis quelques semaines, je te dirais depuis quelques mois, c'est un peu ça mon point. Il y a 3 matchs de plus de Ouais. 100 verges cette saison d'Eke Metcalf et les 3 étaient au mois de septembre. Il y a 3 touchés cette saison seulement d'Eke Metcalf et le dernier était à la mi-octobre. Donc, il ne vous aide pas au niveau Mon Dieu. fantasy d'Eke Metcalf. Je sais que c'est difficile de laisser sur votre banc un joueur de sa trempe, il peut exploser à tout moment, mais si vous avez vraiment d'autres receveurs qui ont des affrontements un peu plus alléchants, peut-être que DK Metcalf pourrait prendre une semaine de congé parce que aussi ça coïncide, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec l'émergence de JSN, Jackson Smith Njigba, qui est le receveur numéro 7 au total cette saison. Il a eu des matchs vraiment, il a eu un match de plus de 250 verges de mémoire, ou plus de 200 verges du moins. C'est sûr que ça l'a joué sur sa statistique, mais quand même. DK Metcalf a obtenu moins de 70 verges dans 4 matchs de suite. Et lors de la semaine numéro 15, on affronte les Packers qui ont accordé le 8e plus bas total de points aux receveurs adverses cette saison. Donc, DK Metcalf, c'est un peu alarmant dans son cas. Il est blessé aussi. Il ne s'entraîne pas de la semaine pour jouer les dimanches depuis quelques semaines. Blessure au genou. Donc, il n'est clairement pas à 100%. Ah, Il c'est peut peut-être pour exploser à ça tout qu'il moment. produit moins, hein? Exactement, exactement, c'est sûr. Il peut Ouais. exploser à tout moment, mais si vous avez de meilleures options, des gars comme T. Higgins, moi j'ai Brian Thomas, j'ai des de McCaff dans un pool, je vais le faire potentiellement jouer. J'ai Brian Thomas sur mon banc, j'ai Jerry Jeudy qui va jouer à la place de DK Metcalf, c'est sûr. T. Higgins va jouer à la place de DK Metcalf, c'est sûr. Bref, c'est l'heure de décision. Je sais que c'est un nom, DK Metcalf, mais en éliminatoire, tout ce qu'on veut, c'est gagner cette semaine. Puis on pensera la semaine suivante. Et DK Metcalf, honnêtement, mon point, c'est qu'il n'est vraiment pas productif. Et ça dure depuis 5, 6 semaines, je vous dirais. Ouais, je crois vraiment cette blessure-là, un genou, là, ça doit lui nuire, là. C'est peut-être la raison pour Mhm. laquelle, justement, on utilise plus, on cible beaucoup plus Jackson Smith et Jigba. En tout cas, c'est la seule explication que je peux trouver, là, à ce manque de production de la part de DK Metcalf, qui est pourtant très talentueux. On va se tourner en terminant à la position d'ailier rapproché. Et puis toi, Carl Ah Pitts, ça ouais. t'inquiète pas les ennuis que l'attaque des Falcons ont présentement? Écoute, je me mets parfois au défi, je me mets vraiment, je vous donne des recommandations, je me mets en jeu, je mets pas mon siège en jeu, mais j'aime ça vous faire une recommandation, de vous dire, il y a un processus souvent intellectuel qui entoure des joueurs fantasy. Puis je pense que cette semaine, oui, Carl Pitts, On honnêtement, c'est un t'écoute. désastre. Lui aussi, il y a une saison de misère en surface. Il n'a pas inscrit 10 points fantasy depuis la semaine numéro 8. La dernière Une bonne semaine, carrière ça de a été misère, finalement, pour lui.
Ouais, Quoi, ouais, il y a eu 1000 verges sa lors de dernière son bonne année recrue, je pense, puis depuis, plus rien. ouais. Exact. 25 points fantasy, sa dernière grosse performance, c'est contre les Bucks, lors de la semaine numéro 7, je pense, et mon point était clair, l'affrontement était favorable. Et là, l'affrontement de cette semaine, il est favorable face aux Raiders. Las Vegas a accordé le quatrième plus haut total de points aux allées rapprochés adverses cette saison, le troisième plus haut total de verges et le troisième plus haut total de touchés aux allées rapprochés adverses cette saison. Je vous dis pas d'insérer Carl Pitts à la place d'un gars comme Trey McBride ou comme à la place d'alliés rapprochés élite. Mais si vous êtes vraiment dans la merde, si vous êtes vraiment à la recherche d'un allié rapproché pour une semaine, je vous dis juste, je sais, je vous dis pas que ça va fonctionner avec Carl Pitts, mais je vous dis que le processus intellectuel, il est là cette semaine. C'est une bonne semaine pour insérer Carl Pitts. Malgré les déboires de Kirk Cousins, je pense que justement, la défense des Raiders, elle est tellement permissive face à la position. Ça peut être une bonne semaine pour, à tout le moins, inscrire un touché pour Kyle Pitts. Mais encore là, je veux dire, attendez-vous pas à une performance top 5 à la position d'aller rapprocher. Mais s'il peut s'insérer dans le top 12 cette semaine, je peux voir vraiment le chemin qui va mener à cette performance-là du côté de Kyle. Le processus intellectuel qui nous amène à insérer Carl Pitt dans la formation partante. J'aime ça. Maintenant, les rapprochés qu'il faut clouer au banc cette semaine, selon toi. Mais le processus intellectuel n'est pas favorable à Cade Hutton des Buccaneers de Tampa Bay cette Ah non? semaine parce qu'on se rend Parce qu'on se rend compte que depuis le retour de Mike Evans, ben, Cade Hutton vraiment est beaucoup moins ciblé par Baker Mayfield. Il avait été ciblé 39 fois, Cade Hutton, lors des 4 matchs sans Mike Evans. Et depuis le retour de Mike Evans, il est ciblé seulement 14 fois en 3 matchs. Donc, c'est vraiment une régression au niveau des cibles dans l'attaque ou dans l'attaque justement des Buccaneers de Tampa Bay. Il a inscrit 7 points fantasy face aux Raiders la semaine dernière et je viens de vous dire que les Raiders étaient pitoyables contre la position. Et c'était son sommet lors des 4 dernières semaines. 7 points, c'est quand même pas beaucoup pour Kate Hutton qui nous avait habitués vraiment. On parlait même de lui d'éclosion depuis il y a de ça quelques semaines. Lors de la semaine numéro 15, on affronte les Chargers qui vont accorder le total de points aux télé rapprochés adverses cette saison. Cade Hutton, selon moi, s'insère il doit être dans des formations fantasy cette semaine, mais peut-être tempérer vos attentes. Si vous avez un gars comme j'insérais un gars comme Tucker Craft peut-être à sa place de Cade Hutton. J'insérais peut-être un gars comme Pat Ah Freiermuth, ben oui, Will Tucker Disley, même Craft, il faut. si exactement, exact. Will Disley, s'il est disponible à la place de Cade Hutton cette semaine, ce genre de joueur-là. Mais je suis conscient que, tu sais, parmi les 8 formations ou les 10 formations ou les 6 formations qui sont éliminatoires, peut-être potentiellement, vous n'avez aucune autre option que Cade Hutton. Pat Freiermuth, même contre les Eagles, je pense qu'il va être un ingrédient, surtout si George Pickens ne joue pas, pour être un ingrédient au succès des Steelers. Bref, tout ça pour dire que Cade Hutton, peut-être essayer de trouver une alternative à lui cette semaine. Bon, ben, parfait, c'est noté, Marc-André. Bon, on a fait le tour. Écoute, on te remercie, oui, pour tes conseils à fantasy et à football là, pour cette semaine. En tout cas, j'ai bien hâte de voir là, ça va être quoi l'écart entre toi et moi au niveau de nos prédictions, étant donné qu'on a plusieurs matchs là, sur lesquels on ne s'entendait pas cette semaine. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du pool de football. Moi aussi, j'espère l'emporter. Le processus intellectuel de mes choix a été bon, je pense. Reste à savoir si Le maintenant le processus résultat va être aussi intellectuel, bon. ouais. Ouais, c'est la phrase de la semaine, le processus intellectuel. Exactement. Bon, ben, Exactement. bon, bon, parfait, Marc-André. Écoute, je te souhaite de passer une bonne semaine. Pour les gens qui ont pris leur temps afin de regarder cet épisode du podcast Le Sac du Corps ou qui l'ont téléchargé afin de l'écouter, ben, on vous remercie également. On vous souhaite de passer une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.